Merci beaucoup. Je voudrais bien sûr remercier d'abord le comité d'organisation de m'avoir invité à parler. C'est un superbe congrès. Moi, j'apprends énormément de choses et je vous remercie beaucoup. Et puis, je vous remercie de m'avoir donné le côté positif et pas le côté négatif. J'aurais jamais réussi à faire quelque chose contre. C'est important, bien sûr, qu'on peut prévenir l'asthme de l'enfant et bien sûr que je vais vous en convaincre. Donc, je voulais d'abord vous rappeler sur cette diapositive que, bien sûr, on commence à connaître bien l'évolution et le risque d'asthme des enfants. Donc, quand on prend les enfants à la naissance, on va en avoir à peu près 30% qui, à 5 ans, ne siffleront pas ou auront un sifflement non atopique. Donc ça, ce sont les enfants qui n'ont pas de terrain atopique. Après, on a les enfants qui ont un terrain atopique, mais qui n'est pas très important, donc il y a un risque faible, et c'est à peu près 60%. Et là aussi, on aura la majorité qui ne siffleront pas, mais quelques-uns qui siffleront. Et puis, on a ceux qui ont une atopie très précoce, très importante, et là, c'est probablement un terrain familial qui prédomine, et où là, on va avoir un risque élevé. Ce sont les enfants qui vont garder des sifflements importants. Ce qui est important, c'est de voir quels sont les facteurs qui sont associés là, chez ces enfants-là qui ont un faible risque et pas beaucoup d'atopie, ce sont les infections. Et puis, ce dont on s'aperçoit, c'est que aussi, même chez les autres, on va avoir des infections qui vont interagir et probablement... Oui, les oreilles. J'ai oublié de mettre la prise juste pour moi. Là, c'est vraiment un complot qui est en train de se faire. Mon angoisse. Donc, comme je vous le disais, on a les interactions et on peut se dire qu'au moins chez la majorité des enfants, donc ceux qui n'ont pas un terrain atopique majeur, il y a certainement tous les autres facteurs sur lesquels on va pouvoir, merci beaucoup, sur lesquels on va pouvoir agir pour prévenir l'installation de la maladie à 5 ans. Donc, je vais commencer par le plus classique, ce dont a commencé à nous parler Madame Boussofala et dont on parle depuis hier, qui est l'induction de tolérance, donc l'immunothérapie allergénique. Et vous savez que maintenant, c'est entré même dans les recommandations, puisque là, c'est l'Académie européenne d'allergie qui dit, d'allergologie, qui dit que quand on utilise de l'immunothérapie allergénique, on peut aboutir à une prévention de l'allergie. Ça, c'est le plus simple. Et en fait, ça a été démontré chez les enfants qui avaient une rhinite allergique, essentiellement ceux qui avaient une allergie au pollen. Et quand on leur proposait une immunothérapie allergénique pendant plusieurs années, quand on les surveillait, il y avait un risque d'asthme qui était nettement diminué. Et vous le voyez ici dans l'étude en vraie vie. Au cours de l'immunothérapie, vous voyez le délai d'apparition de l'asthme. Ici, c'est les patients qui n'ont pas été traités, et là, ce sont les patients qui sont traités. Vous voyez qu'on a quand même, au bout d'un certain temps, une nette différence entre ceux qui sont traités et ceux qui ne sont pas traités. Et on a des choses encore plus marquées après, c'est-à-dire après le délai d'apparition d'immunothérapie. Vous voyez que le risque avec l'immunothérapie est ici, alors que le risque sans immunothérapie, il est là. Donc ça veut dire qu'effectivement, on a une réduction relative de 40% du risque d'apparition de l'asthme chez les enfants qui ont une rhinite allergique exclusive et chez qui on va proposer une immunothérapie au pollen. Donc ça, c'est ce qui est de notre ressort, donc qui est médicamenteux. Et après, il y a des choses aussi qui sont de notre ressort, mais qui sont à proposer à plus large échelle et qui ne dépendent pas que des allergologistes ou des pneumologues. Et là, c'est la santé périnatale. Je voudrais vous rappeler les facteurs de risque d'asthme qui sont liés à ce qui se passe autour de la naissance. Donc l'asthme maternel, là, on ne peut pas agir. Mais par contre, quand les femmes ont des enfants au-delà de 35 ans,
qu'elles bénéficient d'une procréation assistée, mais surtout qu'elles accouchent par césarienne, eh bien ça va augmenter beaucoup le risque d'asthme chez l'enfant. Donc l'âge au-delà de 35 ans, il faudrait peut-être qu'on explique aux femmes qu'il vaut mieux avoir des enfants un peu plus tôt, mais surtout la césarienne en Tunisie, comme pour l'allaitement maternel, on a un taux de césarienne qui est vraiment excessif et qui est bien au-delà des recommandations et des pourcentages. Alors qu'on sait que la césarienne, c'est un facteur, entre autres, d'asthme chez le petit. Donc, il faut qu'on réfléchisse à la santé maternelle en réduisant le risque lié à la naissance par césarienne, à la prématurité et au petit poids de naissance et à la consommation de paracétamol. Et là, vraiment, c'est un rôle de prévention essentiel qui ne dépend pas de nous, mais sur lequel on doit faire du lobbying de façon importante. Ensuite, il faut éliminer le tabagisme passif. Et vous savez que c'est un facteur fondamental d'induction de l'asthme. Quand on arrête de fumer avant la naissance, et c'est ça qui est important, surtout quand c'est le papa qui arrête de fumer pendant la grossesse, c'est celui où on a le risque le plus, l'impact important. 0,22. Si la maman ne fume pas et que le papa arrête de fumer, on va avoir un risque d'asthme à 0,22 par rapport. Donc non seulement, bien sûr, on va dire aux femmes de ne pas fumer, mais il faut surtout que les papas arrêtent de fumer pendant la grossesse. Ça, c'est un facteur essentiel. Et vous voyez que c'est quelque chose qui marche. Donc on va, au lieu d'avoir 5 enfants asthmatiques, on n'en aura qu'un si le papa arrête de fumer. Ensuite, on va réfléchir. Et là, je voudrais vous parler de quelque chose qui me paraît passionnant et qui est le programme finlandais par rapport à la diminution du risque d'asthme et d'allergie dans la population. C'est un programme qui est national. Ce n'est pas juste des médecins entre eux qui ont décidé, c'est un programme national. Ils ont commencé dans les années 2000, ils ont réussi à diminuer de 50% les symptômes d'asthme et le coût de l'asthme dans la population. Et maintenant, ils sont en train de continuer en se disant, maintenant qu'on arrête de diminuer les coûts, on veut diminuer le risque d'asthme dans la population. Est-ce qu'ils sont arrivés? Alors, je voudrais donc vous présenter ça, qui est qu'ils ont fonctionner en se disant on va agir sur différentes actions et on va faire des calculs. À quoi est-ce que j'aboutis? À quelle réduction? Sur quoi ils veulent agir? Ils veulent agir sur la pollution, par exemple. Est-ce que la pollution, c'est quelque chose qui peut être pris en charge? Là, c'est la ville de Londres dans les années 30, avant qu'ils agissent sur la pollution. Vous voyez comment c'était. Et si vous regardez désormais la météo londonienne, vous savez que je suis impliquée un petit peu sur la météo londonienne, concernée, on a toujours une très bonne qualité de l'air. Et qu'est-ce que ça donne? Eh bien, ça donne, si vous regardez en Californie, par exemple, en Californie, vous avez une chute progressive de la pollution avec une diminution de la quantité de PM. Eh bien, vous voyez qu'automatiquement, on a une chute des symptômes respiratoires des enfants et particulièrement des symptômes de toux. Et ça, c'est quelque chose qui est évident et vous voyez que la réduction est vraiment très importante. Et donc oui, agir sur la pollution, c'est quelque chose qui est faisable et c'est quelque chose qui améliore nettement les symptômes respiratoires des enfants. Vivre à la ferme. Alors pourquoi est-ce que je vous ai mis cette mosaïque, qui est une mosaïque tunisienne? C'est parce que ce qui est important, c'est de vivre dans une ferme traditionnelle et pas de vivre dans une ferme moderne. Donc les petites fermes traditionnelles avec tous les animaux qu'il y a, où les enfants vivent au milieu des animaux, dans des hameaux fermiers, eh bien ça améliore beaucoup le risque d'asthme. Je ne vous parlerai pas des utérites, etc., mais je vais vous parler de l'Europe au moins et de ce qui se passe. Et ce qui se passe, eh bien vous voyez que quand on habite dans une ferme, on va avoir, en fonction de la distance, une réduction. On a une réduction du risque d'asthme. Quand on habite dans un rayon de 25 mètres, vous voyez le risque ici, quand on habite dans un rayon de 50 mètres, mais après on perd ça, quand on habite dans un rayon de 500 mètres ou de 1 km, eh bien ça n'a plus d'effet. Donc il faut vraiment vivre à proximité, parce que si on habite très loin d'une ferme, eh bien là on va avoir une augmentation du risque. Qu'est-ce
effets protecteurs de l'environnement fermier, c'est comme ce qui a déjà été dit hier dans la conférence sur le microbiote, c'est la diversité bactérienne. Quand je suis à proximité d'une ferme, eh bien, je vais avoir ici le plus de diversité bactérienne dans le matelas sur lequel je dors. Je vais avoir une diversité bactérienne importante, je vais avoir une endotoxine importante, et vous voyez ici le risque qui est beaucoup plus réduit. Est-ce que ça marche que dans les fermes? Non, ça marche aussi dans les maisons. Si on voit le risque d'atopie et de sifflement en fonction de la présence de germes et d'animaux dans la maison, eh bien vous voyez que le risque le plus faible ici, c'est quand j'ai une forte exposition bactérienne et une forte exposition allergénique. Par contre, si je n'ai ni de bactéries ni de germes, c'est là que je vais avoir le plus de risque de développer un asthme ou une atopie. Consommer du lait fermier, vous savez que nous, on est très en colère contre le lait fermier, le lait cru à cause du risque infectieux, mais si on considère qu'on peut protéger notre cheptel pour avoir du lait qui soit de bonne qualité et non contaminé, eh bien il semblerait que effectivement, ce qui protège le plus les enfants qui ne vivent pas dans une ferme, qui fait la différence, c'est qu'ils consomment du lait fermier cru. Tout ça, ça va aboutir, au bout de ces réflexions, au plan finlandais qui a été proposé, 2008-2018, qui a pour objectif de prévenir les symptômes d'asthme, la rhinite et la dermatite, d'augmenter la tolérance aux allergènes, dont les aliments, améliorer le diagnostic des allergies, réduire les allergies professionnelles, financer le traitement des allergies sévères. Donc c'est vraiment une prise en charge globale et malgré tout ça, aboutir à une réduction du goût global de l'allergie. Vous voyez que leur premier message, c'est soutenir la santé, pas l'allergie. Donc le but, c'est de faire en sorte que les gens aient une meilleure santé et pas de les traiter. Quel est le risque attribué à chaque facteur de risque? Ils ont pris en considération le tabac, les particules fines, l'humidité dans les maisons avec les moisissures, et vous savez que chez nous c'est un problème important, et la présence d'animaux ou pas. Et en fonction de ça, ils se sont dit, qu'est-ce qu'on va faire? Pour améliorer la tolérance et la prévention des symptômes et des exacerbations, on va faire une prévention primaire. Donc l'allaitement maternel, comme vous le disiez, les aliments solides à partir de 4 à 6 mois, et je pense que le fait qu'on soit décontracté et le fait qu'on n'ait pas d'allergie aux cacahuètes, c'est ça, c'est qu'on les introduit très tôt. Pas d'effections environnementales ni alimentaires. Augmenter les contacts avec l'environnement naturel par les aliments et par l'activité extérieure. Il ne faut plus que nos enfants restent enfermés dans des jardins d'enfants où ils sont assis toute la matinée, où il n'y a pas de cours de récréation, où il n'y a pas de jardin, où il n'y a pas d'animaux autour. Limiter les antibiotiques aux besoins réels et ne pas fumer. Et donc ça, c'est un message fondamental. Donc ce potentiel de réduction, vous le voyez ici, c'est qu'est-ce qu'on va obtenir comme effet net de réduction. Donc le maximum de réduction en fonction de l'âge, ce qu'on espère le plus, c'est d'agir chez les enfants, les nourrissons, les enfants d'âge scolaire et les adolescents. Tout ça, ça serait une amélioration. Ce que vous avez en noir, c'est les améliorations. Si je mets des animaux, si je lutte contre l'humidité, si je lutte contre la pollution et si je lutte contre le tabac. Sachant que si on met des animaux, effectivement, ça a un effet positif sur la majorité de la population, mais que j'aurai quand même un risque chez les enfants qui sont atopiques et très atopiques au départ, parce que eux, ils risquent de développer une sensibilisation à l'animal. Donc peut-être qu'il faut mitiger cette recommandation en fonction du terrain familial. Quels sont les résultats intermédiaires? Et c'est ça qui est intéressant, c'est pour ça que je vous dis ça marche. Parce que là, ils sont à 5 ans, ils ont évalué ça à 5 ans, ils ont sorti les résultats l'année dernière. Qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu qu'ils amélioraient la tolérance. Les régimes de prescription pour les allergies alimentaires dans les écoles, ils ont été réduits de 40%.
Ils ont, par rapport aux allergies sévères qui sont traitées dans le temps, eh bien, ils ont moins 46% de visites aux urgences pour l'asthme et moins 67% d'hospitalisation pour l'asthme. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Et ils ont réduit leur coût actuellement au total de 20%. Donc c'est quelque chose qui marche et ce n'est pas du tout une illusion. Et par rapport à l'incidence de l'asthme, donc, ils sont encore assez prudents parce qu'ils n'ont pas les résultats à 10 ans, là c'est les résultats à 5 ans. Vous voyez que quand on s'intéresse à l'âge qui nous intéresse sur les enfants, c'est chez eux qu'on va avoir le plus d'impact puisque c'est chez eux qu'on met d'emblée les précautions. Eh bien vous voyez qu'entre 2000 où ils avaient une prévalence de 2,9, maintenant ils ont une prévalence de 2,0. Donc ce qui est quand même extraordinaire et qui prouve bien que si on met tout en marche, on peut arriver à des résultats. Donc prévenir l'asthme, pour moi c'est évident, mais il faut que ce soit un projet de santé. C'est un projet de santé, c'est pas juste un projet par rapport à l'allergie. C'est un projet d'une communauté, c'est un projet d'un pays, de société, projet de famille, il faut que tout le monde se sente impliqué. Vous avez vu l'implication du papa. Donc possible, sûrement. Est-ce qu'on va le vouloir? Et moi, ce que je voudrais vous proposer, c'est que entre la STMRA et la Tuforcal, on lance un grand projet par rapport à ça, en impliquant les politiques pour dire, voilà, il faut qu'on arrête, on est en train de courir à la catastrophe, il faut vraiment qu'on travaille sur ça, et que désormais, au lieu d'être simplement des fournisseurs de soins, on fasse comme les Chinois qui ne payaient que les médecins qui les maintenaient en bonne santé, on devienne des promoteurs de santé. Je vous remercie.